D'où viennent les armes des groupes terroristes au Sahel? Poser la question, c'est aussi poser la question du financement direct ou indirect du terrorisme dans la région. L'ONG Amnesty International, en tout cas, s'est penchée sur le sujet. Une grande partie de ces armes proviendrait du stock des armées nationales. Ousmane Diallo, bonsoir. Bonsoir, comment Bon, allez-vous? très bien, merci. Vous êtes vous êtes chercheur pour le Sahel et pour le Sénégal, hein, pour l'ONG Amnesty International. Votre communiqué de presse est paru en début de semaine, mardi exactement. Alors, vous avez tâché de retracer la provenance des armes utilisées par les groupes armés au Sahel. En quelques mots, d'où viennent ces armes? Nous avons fait une analyse des données open source, des photos et vidéos qui ont été diffusées par les groupes armés actifs dans le Sahel. Et là, nous parlons aussi bien des groupes extrémistes violents comme le JNIM au Mali et l'État islamique dans le Grand Sahara que les groupes d'autodéfense comme Dana Ambasago au Mali ou bien les volontaires pour la défense de la patrie. Et en résumé, on peut dire que la plupart de ces armes-là viennent du stock des armées nationales parce que nous pouvons noter des armes de provenance serbe, slovaque, tchèque, mais aussi françaises. Et souvent, ils sont issus du commerce illicite. Ce sont des armes qui sont acquises légalement par les armées du Mali, du Niger et du Burkina Faso et qui se retrouvent entre les mains des groupes armés par divers moyens. Pour les groupes extrémistes violents, c'est souvent à la suite d'attaques contre les positions des forces armées, mais dans certaines des images que nous avons documentées, nous pouvons voir des membres des forces de défense et de sécurité de certains pays comme le Burkina Faso qui posaient avec des armes de fabrication assez récentes et avec des membres des groupes d'autodéfense comme les volontaires pour la défense de la patrie. Donc en résumé, ces armes viennent des stocks des armées nationales en majorité. Et comment est-ce que des armes légalement achetées, légalement vendues à des États se retrouvent entre les mains des terroristes? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des complicités dans l'armée? Il y a des complicités, il y a aussi d'autres procédés qui existent. Donc, nous savons qu'au tournant de l'année 2019-2020, l'État islamique dans le Grand Sahara a mené des campagnes massives contre les positions des armées du Mali, du Niger et du Burkina Faso dans la zone des trois frontières, ce qui a amené à la destruction de la plupart de ces postes avancés et à l'acquisition d'un arsenal militaire assez impressionnant. Mais au-delà de ça aussi, nous savons qu'il y a un commerce illicite d'armes qui existe, un trafic qui ne concerne pas seulement ces trois pays-là, mais plusieurs autres pays et qui est nourri par le fait que le contrôle de ces arsenaux militaires-là, d'armes légalement acquises, est très leste dans la plupart de ces régions et que souvent, lorsqu'il y a des troubles politico-militaires, comme on a pu le noter au Mali l'année dernière, il y a beaucoup de diversion d'armes de ces garnisons nationales-là vers les membres des groupes armés. Ousmane Diallo, jusqu'ici, on a toujours pensé que les groupes armés avaient bénéficié de la chute de Kadhafi en Libye et que leurs armes, en fait, venaient de ce stock-là. Est-ce que ça veut dire que c'est une idée fausse? Ce n'est pas une idée fausse, mais ce n'est pas une idée qui recouvre parfaitement la réalité de la situation dans le Sahel. Parce que la situation en 2012 est assez différente de la situation que l'on vit actuellement au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Donc, si en 2012, on a vu un flux massif d'armes prises dans les stocks du régime de Muammar Kadhafi à la suite du retour de combattants touareg maliens dans cette zone-là, on peut noter que depuis un certain nombre d'années, la plupart des armes qui sont acquises par les groupes armés viennent des stocks des armées nationales. Donc ce sont des armes qui sont prises à la suite de combats, mais aussi ce sont des armes qui sont diverties des arsenaux nationaux et qui sont vendues des fois de manière illicite, mais la plupart du temps de manière illicite aux membres des groupes armés-là qui les utilisent pour commettre des abus des droits humains, comme on a pu le noter depuis le début de l'année 2021 dans le Sahel. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus vendre d'armes aux pays qui luttent contre le terrorisme? Ou alors est-ce qu'il y a peut-être des moyens d'avoir des garanties pour que ces armes ne se retrouvent pas entre les mains des groupes armés, des groupes terroristes? Oui, je pense à ce stade-là, il faut qu'il y ait plus de garanties sur le contrôle et sur les inventaires des armées nationales de ces pays-là qui ont besoin de ces armes en fait pour leur réponse militaire à l'insurrection que vit le Sahel, mais aussi bien les pays exportateurs d'armes que les entreprises manufacturières d'armes ont les responsabilités, que ce soit la France, la Serbie, la République tchèque ou bien la Slovaquie, via le traité commercial sur les armes. Donc s'il y a des possibilités que des armes qui sont vendues légalement puissent être diverties pour contribuer à des violations des droits humains, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des garanties à ce niveau-là et que
plus d'efforts soient faits. Donc, ces pays-là, ainsi que les entreprises, peuvent demander aux pays comme le Burkina, le Niger et le Mali d'établir plus de contrôles, de protocoles pour le contrôle et la préservation des armes qu'ils acquièrent légalement dans le cadre de leur lutte armée, et aussi les aider à renforcer leur arsenal militaire, la préservation de leur arsenal militaire en ce sens-là. Mais ce qui est clair, c'est qu'à l'heure actuelle, on a vu à travers notre analyse des armes de fabrication assez récentes et qui ont été vendues par des entreprises comme Zastava, tomber entre les mains des groupes armés et qui les ont utilisées pour des massacres qu'on a pu voir au Burkina Faso à Solane il y a un peu plus d'un mois et qui a été le massacre le plus létal depuis le début de l'insurrection en 2016. En quelques mots, Ousmane Diallo, est-ce que vous diriez que retracer la provenance des armes, c'est mettre en lumière un des points faibles, un véritable talon d'Achille de la lutte contre le terrorisme au Sahel? Oui, oui, je pense qu'on peut tirer cette conclusion-là à partir de notre analyse parce que souvent, l'arsenal militaire, le fait, une des réponses à l'insurrection à l'heure actuelle a été qu'il fallait plus d'armes aux États de la région pour pouvoir répondre aux défis. On entend souvent dans les capitales nationales, au sein des opinions publiques, même des cercles proches du pouvoir, qu'il faut que les groupes armés sont souvent plus armés, mieux armés, disons, que les armées nationales et que cela pose un défi. Mais là, ce qu'on voit, c'est que la plupart des armes qui sont acquises par ces groupes-là viennent des arsenaux des États nationaux et que si on ne comble pas cette faille, cela risque de causer encore plus de problèmes pour ces États-là dans le cadre de leur réponse militaire et de causer encore plus de dommages pour les populations civiles qui vivent dans les zones rurales ou opèrent ces groupes Merci à armés. vous, Ousmane Diallo, chercheur pour le Sahel et pour le Sénégal à Amnesty International. Merci à vous.